Colonel, un DR400 en perte de communication radio dans la région de Clermont-Ferrand. La Haute Autorité de Défense Aérienne est prévenue. Oui, bonjour en général. Donc on a une perte de communication radio avec un DR400 dans la région de Clermont-Ferrand. Mon général, cher Denis, tout d'abord je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté cette interview ici dans ces locaux formidables de l'armée de l'air. Je pense qu'on a un certain nombre de choses à se dire sur le plan, je dirais, des comparaisons, des similitudes qu'il peut y avoir entre le monde de l'armée de l'air et le monde de l'entreprise. Alors je sais que tu as démarré un programme, un projet qui s'appelle Unis pour faire face. Et ça ressemble très fortement à des projets que nous avons développés chez nous qui s'appellent La passion d'entreprendre. Et j'aurais voulu que tu t'exprimes un peu sur ce projet-là et que je puisse réagir pour essayer de trouver justement ces similitudes. C'est effectivement un projet qu'on a démarré il y a 2 ans et demi maintenant. Et ce projet, il avait plusieurs buts. Le premier but, c'est qu'on sort d'une profonde réorganisation dans les 6 dernières années. Réorganisation qui cumule un certain nombre de transformations qui ont été soit voulues par l'armée de l'air, soit voulues par le monde extérieur, et qui ont conduit d'ailleurs l'armée de l'air à diminuer quasiment son format de 50% et son format de ressources humaines de 25%. 16 000 personnes. Ouais. Plus de 16 000 personnes. Donc il y avait déjà une complexité de réduction des budgets et de réorganisation. C'est exactement ça. Et donc tout le projet qu'on a monté, c'est de se dire, dans cette période de réduction, maintenant il faut reconstruire et reconstruire différemment pour penser autrement et pour se mettre sur de bons rails pour l'avenir. Donc c'était une forme d'optimisation en fait, c'est une forme d'optimisation et puis de se dire là-dedans, ce qui est important, c'est pas tellement les formats, c'est la manière dont on prépare l'avenir, dont on construit quelque chose. Et donc on a redéfini ce projet avec, on a voulu le reprendre avec une profonde adhésion de nos aviateurs, ce qui était important. Donc ce projet, on a redéfini des valeurs aussi, parce qu'il faut toujours repartir sur ces valeurs qui sont essentielles, des valeurs identitaires en même temps. Et puis on a défini des grands principes. Et pour moi, ça a été la clé du succès, parce que ces principes, à chaque fois qu'on a à prendre une décision, on se tient à ces principes qu'on a déterminés. Ces principes, ils sont simples. C'est un principe de cohérence générale, un principe aussi de responsabilité, remettre des échelons de responsabilité, je pense qu'on peut en parler. Absolument. Un principe d'innovation. L'innovation est au cœur des gènes de l'aviation depuis 100 ans. Et puis un principe qui est essentiel, c'est l'humain au cœur de nos actions. C'est-à-dire que notre transformation, elle est tournée vers nos aviateurs. Et le but de ce plan, sensiblement, c'est de mettre en cohérence 4 grands axes. La modernisation de l'armée de l'air, parce que le pendant de nos diminutions, c'était de moderniser. Mais chaque nouvelle capacité nous amène à remettre en cause nos organisations, notre modèle de ressources humaines, la gestion de nos compétences et les partenariats, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qu'ils nous ouvrent. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que dans le monde des armées, on a plutôt tendance à penser à un monde de commandement, d'obéissance. Et là, on est dans un projet et une démarche de leadership. Comment on peut concilier les deux dans le monde des armées? On nous pose souvent cette question et en nous voyant comme un monde très hiérarchisé. Ce monde très hiérarchisé, un chef qui commande à des hommes qui ne prennent pas de responsabilité tant que le chef n'a pas commandé, ça n'a jamais été notre monde à nous. En tout cas, dans l'armée de l'air. Je pense que les armées ont toutes leur culture, leur identité. Dans l'armée de l'air, il y a quelque chose qui a façonné notre manière de travailler depuis longtemps, qui est très important, c'est la fonction prime le grade. Depuis très longtemps, quand on est dans une unité, l'officier subalterne, le sous-officier, dans une action donnée, si c'est lui qui a la compétence, eh bien c'est lui qui dirige. Même pour quelqu'un qui est supérieur en grade. Quand on se retrouve dans l'univers hiérarchique, eh bien, le plus gradé reprend sa fonction. Si on prend le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, d'ailleurs dont dépend cette salle où nous sommes aujourd'hui, il a une subordination directe au Premier ministre, sans aucun intermédiaire pour tout ce qui est défense aérienne du territoire. Il a une subordination au chef d'état-major des armées pour les opérations. Il a une subordination hiérarchique à moi pour l'organisation de l'armée de l'air. Et on en joue en permanence. Et pour nous, c'est naturel. Donc toute la question est comment on prépare les différents niveaux de notre hiérarchie, justement, à cet exercice du leadership avec des transferts d'autorité permanents, ce qui est notre force. Oui, en fait, c'est une forme de gestion de la complexité, parce que là, il va falloir avoir des actions immédiates pour pouvoir répondre à des menaces, enfin, et puis savoir à qui on doit reporter ou prendre la décision. Alors c'est exactement ce que tu dis, c'est une gestion de la complexité. Et finalement, cette complexité qu'on vit au quotidien, on est en train même de la formaliser dans une vision qu'on a d'avenir des opérationnels qui est beaucoup plus tournée sur une notion de cloud,
avec une décentralisation des responsabilités quand c'est nécessaire, avec des formes en matière opérationnelle de combat asymétrique. On va s'appuyer finalement sur notre capacité à avoir ces transferts d'autorité permanents qu'on vit tous les jours sur la manière dont on va l'organiser pour nos opérations. Ça, c'est la révolution du système de combat aérien futur que nous sommes en train de construire avec un élément clé, c'est comment on organise un système de système où on met l'homme dans la boucle, comment on prépare différents échelons hiérarchiques à prendre des niveaux de responsabilité importants en agrégeant des moyens qui ne leur appartiennent pas pour gérer une situation donnée et ensuite rendre ces moyens. On est en train de le formaliser, mais sous un angle vraiment opérationnel. Et une partie de notre transformation, d'ailleurs, va nous aider à faire ceci avec une clé, c'est une fois de plus l'humain. Comment nous préparons nos hommes, comment nous préparons les compétences de nos hommes pour faire ça, comment nous les valorisons. C'est très intéressant parce qu'en fait, on a des projets très similaires. C'est faire grandir la capacité de faire travailler nos équipes ensemble. On a énormément de savoir-faire dans les activités de proximité, dans les activités de spécialité. Et on a tout intérêt à ce que les gens travaillent ensemble parce qu'on est dans une forme de globalisation de nos marchés. Et pour pouvoir répondre, je dirais, avec créativité, innovation, etc., dans cette globalisation des marchés, il faut que les gens travaillent ensemble et puissent répondre ensemble. Le choix qu'on a fait pour notre transformation, c'est ce que j'appelle la transformation par les forces en marche. On n'a pas choisi de faire une transformation par les organisations, on définit une organisation. On n'a pas choisi de faire une transformation par les processus. Ouais. On a choisi de faire une transformation où on fixe un cadre avec de l'intuition, beaucoup d'audace, ce qui est vraiment notre leitmotiv, et de dire, voilà ce qu'on sent, voilà l'audace qu'on y met, on ne va pas faire des tests, on va y aller. Et on a demandé à notre personnel de nous donner le droit de nous tromper et de faire des ajustements. Et en leur fixant un cadre, en leur disant, maintenant, la balle est dans votre camp. Et aujourd'hui, au bout du compte, j'ai une grande satisfaction de voir que ces forces en marche, elles se créent et que ça marche. Parce que ce qui nous remonte de la base, dans ces organisations où on a refixé un cadre, eh bien c'est très innovant, parfois plus innovant que ce qu'on aurait voulu nous. Et puis surtout, il y a une chose, c'est que le personnel s'y retrouve beaucoup plus. Ça nous conduit à faire des ajustements par rapport à ce qu'on avait prévu, mais finalement, c'est très très bien. Parce que dans l'entreprise, on a des démarches un peu similaires et on est très étonné finalement de voir l'innovation et la créativité qu'il peut y avoir, qui remonte des équipes et de trouver les bons schémas. Exactement. Dans ce domaine-là, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est que finalement, ce n'est pas des modèles qu'on a à partager, c'est de l'expérience, du ressenti, sur le ressenti humain. Et ça, c'est beaucoup plus fort que le reste. Et c'est ça qui conditionne l'adhésion, en tout cas de nos personnels. Absolument, parce qu'on est là pour engager finalement les équipes, pour les responsabiliser. C'est ce qu'on fait dans nos entreprises depuis longtemps, mais avec des modèles différents. À une époque, on avait une entreprise plus structurée, je dirais plus uniforme, avec des processus, et on pensait que la normalisation ISO et ces processus étaient les seuls leviers de performance. Et aujourd'hui, l'entreprise change, l'entreprise est beaucoup plus ouverte, et c'est une entreprise qui fonctionne plus par fonctionnement neuronal, on va dire, moins hiérarchique. Et donc, on est beaucoup plus enclin dans cet organisme-là à l'innovation et à la créativité. Finalement, on s'est aperçu que, étant donné qu'on veut beaucoup décloisonner justement le monde de manière à pouvoir développer cette créativité, eh bien, en fait, il faut qu'on aille à une profonde individualisation des gestions de carrière de notre personnel. Par contre, ça ne marche que si on a une vraie responsabilisation de toute la chaîne de commandement. Ce qui nous a contraint à remettre des niveaux hiérarchiques subordonnés, mais pas pour remettre des tuyaux hiérarchiques forts, au contraire, parce que c'est le rôle des gens en position de responsabilité, du chef de service jusqu'au chef d'état-major, à s'occuper de leurs hommes, si on veut avoir une gestion de compétences individualisée. Donc c'est ça notre sujet. Donc là, on a parlé de l'humain. Moi, je voudrais parler assez rapidement là, de toute la technologie qui arrive, parce que ça, c'est un boulevard, hein, tout ce qui est... je dirais, système d'information, tout le numérique, le smart, etc. Donc on a développé toute cette notion de la smart city. On travaille beaucoup dans ces sujets-là, sur la modernisation évidemment des agglomérations, etc. Puis on a travaillé ensemble sur la smart base, la base de demain, donc là où la technologie peut apporter finalement une forme d'optimisation. Et cette optimisation, on l'a uniquement parce qu'on peut développer de nouveaux usages, parce qu'on comprend la problématique. Et donc c'est une vraie discussion qu'on doit avoir entre l'entreprise qui peut apporter un bout de technologie et puis le client, celui qui vit tous les jours dans ces bases-là et qui explique comment on peut trouver finalement d'autres méthodes. C'est un travail collaboratif. Là encore, on doit travailler ensemble. Exactement. On a deux projets majeurs dans notre réorganisation globale.
et qui vont être pour moi l'engrenage de toute l'armée de l'air, aussi bien dans cette mise en cohérence de la partie opérationnelle et de la partie préparation des forces. En fait. Ces deux projets majeurs, c'est la création d'un centre d'expertise aérienne militaire, Air Warfare Center, qui va se créer à Mont-de-Marsan et qui a pour but de faire de l'innovation et de tester. Quand on commence à parler de cloud, il y a des choses qu'on peut tester avec des liaisons de données, en mettant en jeu différentes capacités pour tester des protocoles d'interaction. Et donc le but, c'est de s'associer aussi à des entreprises pour tester des nouveaux concepts, ce qui est assez nouveau avant de partir d'une copie blanche pour de l'expression de besoin. Ça, c'est pour la partie matériel opérationnel, les évolutions de nos Rafales, etc. Et il y a le pendant pour l'organisation de nos bases aériennes, c'est la Smart Base, sur laquelle nous travaillons ensemble. Et l'idée est la même, en fait. D'abord, une base aérienne, c'est une petite ville. Qui a un aéroport avec des complexités d'une petite ville. Exactement. Milliers de personnes. Et voilà, exactement la complexité d'une petite ville. Et donc, aujourd'hui, nous avons différents services. Et un qui s'occupe de l'infrastructure, et l'autre qui s'occupe des systèmes d'information et de communication, et l'autre qui s'occupe d'administration générale et financière, de la protection, et puis des missions opérationnelles, bien sûr. Donc, derrière, il y a énormément d'initiatives qui partent dans tous ces services. Et toute la question de la Smart Base, c'est de se dire, si on continue à faire des projets en tuyaux d'orgue comme ça, eh bien, on risque de perdre l'essentiel, et on risque de perdre de l'innovation. Et donc, il faut penser un peu cloud aussi. Quelle est la structure générale qui va pouvoir agréger, en partageant des bases de données avec des idées nouvelles, intelligentes, agréger tous ces projets-là. Ce que je vois déjà, c'est que le fait de lancer ça, eh bien, une fois de plus, lance de l'innovation par le bas. Donc on va à la fois nous chercher ce qui se fait en matière de technologie, qu'on ne connaît pas forcément, des idées qui viennent de l'extérieur, parce que beaucoup de gens ont réfléchi à l'extérieur, et puis par le bas aussi, les idées du personnel, parce qu'in fine, c'est eux qui ont raison, et comment on va agréger ça, mais avec cette notion de « je dois construire ce cloud et sur lequel viennent s'agréger ces dispositifs ». Donc je crois beaucoup à ce projet. En tout cas, on a beaucoup d'acteurs qui participent. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on a réussi à les fédérer parce que tout le monde trouve que le projet est intéressant. Et on pourrait même faire un vrai laboratoire, parce que ça sera sur la base d'Évreux, près de Paris. Un vrai laboratoire pour des smart cities, pour des choses comme ça. Donc soyons absolument ambitieux dans ce domaine-là. Nous pensons en tous les cas que tout ce qui est initiative B2B, il n'y aura pas de grand soir, on ne va pas découvrir un truc en B2B qui va faire que le monde va changer. Par contre, un certain nombre d'initiatives dans une entreprise qui font des initiatives comme ça, on se rendra compte dans quelques années, en se retournant, qu'on aura changé de monde. Mais on ne s'en sera pas rendu compte. Voilà. C'est ça, c'est d'ailleurs le sujet. Hein, et c'est le sujet de beaucoup de la transformation qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a des choses qu'on a réussi à améliorer assez vite. Et puis, on oublie vite le monde d'avant. Voilà, mais c'est pas plus mal. Mais pour ça, il faut que les gens travaillent ensemble. Entre les gens du monde, on va dire, traditionnel, les gens de la haute technologie, parce que l'entreprise qui démarrera avant les autres arrivera évidemment avant les autres, parce que la constante de temps humaine est la même pour tout le monde. Nous, on arrive à appuyer finalement notre force humaine sur nos valeurs et nos creusets de formation, parce que notre personnel vient d'écoles de formation où ils se rencontrent, et ça crée ce creuset de valeurs et de cohésion qui est extrêmement forte. Nous avons défini 4 valeurs qui sont aussi des valeurs un peu transnationales qu'on retrouve dans d'autres armées de l'air, qui sont respect, intégrité, service, excellence. Cette valeur d'excellence, c'est une valeur qui est tournée sur l'excellence de chacun. Et cette excellence de chacun, il y a plusieurs choses auxquelles moi je souhaite rendre hommage. C'est le courage de nos hommes. Le courage de nos hommes, c'est bien sûr le courage en opération, le courage d'engager éventuellement sa vie dans des missions très complexes, mais c'est aussi le courage, alors qu'on a un quotidien opérationnel très fort, eh bien de continuer à mener cette transformation dont on parlait, de s'engager dedans, et puis de se remettre en cause. Et les valeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ces valeurs-là ont été définies il y a 15 ans dans l'entreprise, au moment où on a créé justement INEO. Il n'y a pas d'ordre, mais c'est le respect, c'est l'exigence, la solidarité, l'enthousiasme, qui est un très bel état, en tous les cas d'esprit, et la créativité. Ce sont des valeurs, évidemment, qui sont très importantes pour l'entreprise. Et je voudrais également souligner pour le pendant du courage, qui n'est pas le même type de courage, évidemment, que dans l'armée de l'air quand on va en opération, mais c'est un courage, je dirais, de tous les jours, dans des moments difficiles, des moments où il y a des tensions dans l'entreprise, il y a des exigences financières d'un côté, et puis une crise, des opérations qui sont difficiles à trouver, des commandes qui sont difficiles à décrocher, et des gens qui tous les matins, travaillent très très dur pour
pour avoir ses opérations, pour avoir ses commandes, et qui travaille, je dirais, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation pour essayer de trouver le coup qui va faire qu'il va être différenciant par rapport aux concurrents. Et c'est pas si simple. Voilà. Ça nécessite un engagement personnel fort. Exactement, un engagement et je dirais même un dépassement de soi. Voilà, donc dans nos entreprises, on cherche à ce que les gens sont engagés. Pour être engagés, il faut qu'ils aient une délégation. Et quand ils sont engagés, ils sont responsables. Hein, et ces valeurs-là, c'est finalement le ciment de milliers de personnes qui ne verront jamais la direction générale, mais qui se trouvent avec un vrai sentiment d'attachement à la société grâce à ces valeurs. J'ai 25% des aviateurs, l'armée de l'air aujourd'hui c'est 48 000 personnes, 12 000, qui sont dans des structures interarmées. Et ces aviateurs nous disent, moi je suis rentré pour être aviateur. J'ai été formé dans les écoles de l'armée de l'air, ces valeurs, cette culture d'aviateur, j'y tiens. Comment je garde cette identité? Donc on a remis en place énormément de choses avec un carnet de l'aviateur, avec une journée anniversaire tous les ans, que les gens fêtent même quand ils sont dans des structures hautes que l'armée de l'air, etc. De manière à garder cette identité qui est très forte, qui correspond à une demande forte du personnel et qui, de mon point de vue, est essentielle et sur laquelle on fonde finalement de vraies capacités opérationnelles. C'est une forme de spécialité finalement qui se trouve dans un cluster. D'identité, même si les gens travaillent dans un autre milieu, cette identité est forte et c'est ce qui fait, c'est un peu le moteur qui fait leur force en fait. Mais on voit que l'humain est vraiment au cœur, je dirais, de la réflexion managériale, avec le leadership, avec tous ces processus, qui étaient des mots il y a quelques années, mais qui sont des réalités aujourd'hui, et que la complexité nous pousse à ça. Mais on est au début du processus. De notre point de vue, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il faut absolument, pour nous en tout cas militaires, sortir de nos murs. Nous vivons dans le même monde, nous avons les mêmes problèmes. Et le tort, ça serait de considérer que nous avons nos missions opérationnelles et que nous sommes un monde un peu différent. Et moi, je tiens absolument à ce qu'on puisse partager, qu'on puisse le faire à notre niveau, mais qu'on puisse finalement irriguer aussi nos collaborateurs pour qu'ils puissent se rencontrer, s'apercevoir qu'ils vivent les mêmes choses, partager leur expérience. Et je crois que dans ce domaine-là, on a autant à recevoir de toi, de ton entreprise, que de choses à donner et sur lesquelles on peut continuer à travailler ensemble. Il y a une accélération, je crois, un peu de cette ouverture et pour moi, elle est essentielle. Denis, grand merci de cette interview. Je crois qu'il y a des choses tout à fait intéressantes qui se sont faites jusqu'à maintenant, mais on en a plein encore à développer. Merci à toi aussi, nous en sommes qu'au début. Merci.